La caverne aux araignées de William R. Hickey. L'affaire tout entière, depuis sa conception, fut extraordinaire. Une étrange aventure dans une région inconnue du monde, une étrange découverte et une conclusion étrange. Elle n'avait pas d'équivalent dans aucune fiction que je connaissais, et les acteurs semblaient sortis tout droit d'un drame. De Madame Seton, j'ai beaucoup appris. De nos jours, lorsqu'on atteint cet âge indéterminé que les gens vraiment tactiques désignent par « au-delà de 30 ans », on ne croise pas les bras pour s'abandonner à une grave et digne vieillesse. La femme moderne refuse de vieillir. On ne niait pas que Clarisse fût belle, ses yeux étincelaient du feu de la vie, elle n'avait rien perdu de ce charme inestimable de la jeunesse. D'une jeune fille sanguine, téméraire, avide d'une existence faite de frissons constants et d'excitation, elle n'avait fait que mûrir pour désirer encore davantage la popularité, l'admiration, les applaudissements qui suivent la participation victorieuse à certains événements fascinants. Mais c'était Graves qui m'intéressait. Je savais que Madame Seton était depuis longtemps éprise de lui. Lorsqu'il bavardait avec elle dans le hall, je sortis l'attendre. Je ne pouvais pas le perdre. Je l'avais rencontré en France et il y avait quelque chose chez lui. Il avait été des nôtres. Il sortit en marchant d'un pas rapide, déjà bien au-delà de l'hôtel lorsque je le rattrapais. Il s'arrêta, me regarda patiemment tandis que je cherchais quelque chose à dire. Comme j'hésitais, il reprit sa marche. Je tins son allure et finis par lui proposer un dîner. Ma suggestion bredouillée sembla lui plaire et à ma grande surprise, il accepta. Je ne prétends pas le comprendre. Ses vues n'étaient pas les miennes. Pourtant, au fond, il sonnait juste. Graves, les Seton et lui étaient partis en Amérique du Sud sur je ne sais quel bruit insensé d'une civilisation perdue. Un musée de Philadelphie les avait envoyés en éclaireur, un groupe léger capable de se déplacer vite et de couvrir du terrain. S'ils trouvaient ce qu'ils cherchaient, une expédition élaborée pourrait ensuite partir, équipée pour affronter les conditions du pays. Graves et Madame Seton étaient revenus seuls. Ils rapportaient une histoire d'araignée. Du moins, Madame Seton le fit, et Graves la confirma. Pourtant, je savais Seton fiable, méticuleux, méthodique sur le terrain. Je le tenais du musée lui-même. Je ne l'avais rencontré que 2 fois. Il était plus âgé que sa femme, d'un maintien plus calme, et il y avait entre eux une différence notable. Il y avait eu aussi des rumeurs, un souffle de scandale. Mais leur récit avait été accepté par tous, sauf par le musée. Je savais que Madame Seton aimait Graves, ou en tout cas simulait de l'aimer. Depuis leur retour, on les voyait souvent ensemble. Un jour, quittant l'appartement de Graves, j'entendis un froissement léger dans l'escalier, indéniablement féminin. Là, dans un coin obscur du palier, elle se recroquevillait, silhouette mince dans une robe de soie moulante. Son chapeau ombrait son visage, mais ne pouvait en cacher la beauté saisissante, ni ternir l'éclat de sa peau, ni assombrir ses yeux merveilleux. Cette moderne Dalila. Je m'arrêtai, la regardai sévèrement tandis qu'elle avançait d'un pas, ses yeux flambant de défi, ses lèvres entr'ouvertes. « Pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles ?» J'ai honte de l'avouer. Son charme m'enveloppa presque comme un nuage magique. Sa beauté était une ivresse. Mais je la repoussai. « Vous n'avez aucun droit à la clémence. N'y comptez pas. » Je la laissai là, pâle et tremblante. Je venais de rentrer au pays après l'effondrement de la malheureuse expédition et séjournais au Jefferson House. Graves dîna avec moi. Il parlait gravement avec une sorte de franchise composée et de tenue tranquille qui pouvait aussi bien provenir d'une maîtrise virile de soi que d'une gigantesque supercherie. Qui pouvait savoir? Il semblait être du bon bois, et il avait été un des nôtres. Nous avons quitté Guayaquil pour pénétrer dans le territoire disputé du Nord-Pérou, vers l'extrémité de ce plateau semi-aride qui s'étend sur des milles entre 2 éperons des Andes péruviennes. Se trouve une terre que Dieu a oubliée.
Haut dans les airs, comme on mesure les choses, 2000 verticaux au-dessus de la lente montée du Pacifique, là-bas, au-delà du couchant. Un chaos de rocs, le dépotoir des titans, l'amas de rebut avec lequel le monde fut façonné. Nous montions vers ce faîte céleste, un jour aussi scintillant et d'une limpidité telle qu'il était dur et détrempé sous nos pieds. Par la verdure épaisse de la jungle côtière vers un pays d'espaces illimités. Pour le condor tournoyant, 1000 pieds au-dessus, nous devions paraître des insectes rampants, en file, vers cette frontière déchiquetée. Ce soir-là, nous campâmes dans un ravin, sur un petit replat herbeux protégé de deux côtés par les parois croulantes de la coupe. Nous n'étions pas encore sortis de la jungle et la nature sauvage environnante, ses cris d'ailés, son odeur tropicale fétide, contrastait violemment avec les hauteurs arides où la montagne s'élançait dans un bonnet de nuages. Graves s'interrompit. Sur la piste de danse du restaurant, des couples virevoltaient au son d'une musique voluptueuse provenant d'un orchestre caché. L'atmosphère vibrait de rire et de lumière, mais nous n'y prêtions aucune attention. Nous étions d'ailleurs dans un autre monde. Il alluma une cigarette, perplexe, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, et encore moins croire. Cette nuit-là, il arriva une chose étrange. Nous avions allumé un grand feu à l'entrée de notre abri rocheux pour tenir les bêtes à distance. Au-delà des flammes, des taches vert-jaune glissaient, apparaissaient, disparaissaient, accompagnés de grognements et de hurlements hideux, alors que les bêtes affamées et les oiseaux de la nuit étaient attirés par notre camp. À tout cela, nous étions aguerris. Nous parlions comme dans un salon. Puis, la lune, brillante jusque-là, fut voilée par un nuage. Une obscurité totale tomba sur nous, comme un linceul. Et soudain, comme si la main de la mort nous avait touchés, nous nous raidîmes, glacés, d'une terreur incompréhensible. Au-dessus du vacarme de la forêt grouillante, nous entendîmes un battement d'ailes lugubre, et dans la nuit épaisse, une forme ombreuse traversa la faible clarté de notre feu. Une sensation glacée me parcourut la peau. Quelque chose d'horrible volait là-haut. Un gémissement étrange tomba du ciel, et l'apparition, quelle qu'elle fût, disparut dans les ténèbres. Pendant plusieurs minutes, nous entendîmes battre ces ailes funèbres, de plus en plus loin, jusqu'à ce que tout retombe dans le silence. Je regardais Seaton. Il fixait le ciel noir. Un vampire, avait-il marmonné avant d'aller se coucher. Clara, elle, me regardait fixement, ses yeux emplis de supplique, et de quelque chose d'autre d'indéfinissable, de troublant. Elle me dit, c'est un signe. Quelqu'un va mourir. 2 jours plus tard, nous étions plus haut encore. N'avions pas atteint la zone recherchée, mais décidâmes de nous reposer avant d'escalader la terrasse supérieure. Au matin du 3e jour, Seaton et sa femme partirent ensemble. Et vers midi, Clara revint seule. Déchirée, échevelée, pâle sous son hâle, avec des yeux fous. Elle me dit, « Vite, on est en train de le tuer. » Sans réfléchir, je pris mon automatique. Elle avait encore son petit fusil. Elle courait devant moi à travers les cannes épaisses qui poussaient à cette altitude, vers une pente raide qui plongeait au-dessous de la vallée. La progression était pénible. Parfois les cannes soutenaient notre poids, parfois elles cédaient, nous précipitant dans un enchevêtrement gluant de feuilles et de tiges. Nous étions trempés de sueur, épuisés, lorsque nous atteignîmes un replat au bord d'une chute abrupte. C'est là que Clara s'arrêta livide, couverte d'une sueur froide. Elle pointa du doigt. Je regardais et manquais d'effaillir. Sous nos pieds s'ouvrait une cavité en forme de poire, d'une 12aine de mètres de large, moitié moins en hauteur. La lumière du jour filtrait par une ouverture irrégulière, révélant des parois de roches mêlées de terre tapissées de lianes blanchâtres et maladives. Un souffle chaud, humide, saturé d'odeurs de végétation pourrie montait vers nous. Et sur le sol, gisaient les restes de Seaton. Mais ce n'était pas ce fait qui me paralysa. Des formes noires et jaunes grouillaient sur lui, des araignées, énormes, monstrueuses, hideuses, des pattes hérissées comme des armes, des corps gonflés, dégoulinants, trop lourds pour leurs membres.
des gueules sanglantes qui déchiraient la chair. Leurs yeux innombrables brillaient dans l'ombre. Elles couvraient les parois, le sol et le cadavre. Je voulais me détourner, mais c'était impossible. Le vertige m'écrasait. Je sentis des milliers de pattes imaginaires courir sur ma peau. Clara poussa un gémissement et s'effondra. La panique me saisit. Je la pris dans mes bras et m'enfuis de cet enfer rampant. Graves écrasa son mégot et passa une main sur son front. Je me souviens à peine du retour. Nous étions silencieux, nos nerfs brisés par la mort de Seaton. À Guayaquil, un rapport fut envoyé au musée. Seaton était tombé dans une caverne, avait été assommé, puis dévoré avant que l'on puisse intervenir. Mais vous n'avez pas examiné le corps. Vous auriez dû. Il me regarda d'un air étrange. Il est des moments si horribles que l'esprit refuse d'en retenir les impressions. La minute où je regardais dans ce gouffre fut de celle-là. Plus tard, j'ai compris qu'il aurait été insensé de descendre. Il était mort, incontestablement mort. Je le fixais. Aucune femme ne vaut cela. Il se redressa, les yeux flamboyants. Vous mentez. Il était sincère, je le savais, mais il fallait qu'il entende ce que moi, je savais. Il se leva brusquement et je lui réclamai d'attendre. Il hésita un instant. Le musée m'a envoyé là-bas. Il n'était pas satisfait de votre version. J'ai suivi votre piste, trouvé la caverne et récupéré le corps. Il blêmit, et moi je poursuivis, inexorable. Les araignées étaient là, mais Seaton n'a pas été tué par sa chute, ni par elle. Il a été abattu d'une balle dans le crâne, tirée d'un fusil spécial, de petit calibre, le fusil de Clara. Graves resta longtemps immobile, le visage indéfinissable, ravagé par une lutte intérieure. Enfin, il me tendit la main. « Merci, mon vieux. » Puis il partit. Le lendemain matin, je reçus 2 télégrammes. Le premier, Graves était en route pour la Californie. Le second, Clara Seaton avait été arrêtée. Box. I can't make a fucking boxing factor. Fuck. I think I need wood to make a box. Shut up. Shut up. Just. Sabru, I actually think I did store a lot of wood in the campfire. Yeah, we'll go to the knowledge soon. Hold on. Yeah, you see I have 200 wood. Have fun!